Bien, alors j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien réveillés, c'est sûr? Alors en tout cas, je vois les visages sont en train de se réveiller. Alors, donc pour les autres, donc est-ce que vous m'entendez bien? Donc on va commencer. Il faut que j'active le microphone, je pense. J'ai pas activé? Si? Si, c'est activé. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Alors, donc je vous rappelle que la dernière fois, donc nous avons en fait fait un cours concernant. Vous avez déjà lancé l'enregistrement? Oui, j'ai lancé l'enregistrement. Alors, donc, en principe, j'ai lancé l'enregistrement, il est là. Alors, j'ai changé de machine, ça c'est la bonne nouvelle. Je n'aurai plus de problème je pense, de lourdeur comme j'en avais avant. Donc, يقولون مبروك. Ah là là. Et félicitations enfin, à notre équipe nationale et on espère encore de résultats meilleurs bien sûr, dans tous les domaines et pour vous aussi. Et bien sûr, pour toutes les équipes africaines, arabes, donc on espère qu'en fait, on fera bonne figure. Alors, donc la dernière fois, en fait, il n'y avait pas moyen de faire le cours, j'avais un empêchement. Donc, je vais continuer donc, sur la partie cours. Normalement, aujourd'hui, donc, je vais la consacrer une grande partie à la partie pratique, mais avant ça, avant de vous laisser travailler sur une activité pratique, donc, je vais d'abord continuer, donc rappeler d'abord ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, nous avons dit que d'une manière générale, donc juste rapidement, bon, ce schéma-là, ça résume l'essentiel de la partie cours. C'est que, en fait, pour connecter les systèmes distribués, pour faire communiquer des applications distribuées, pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information distribués, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle les middleware. Et dans les middleware, donc, nous avons vu qu'il existe plusieurs solutions. À commencer des anciens RMI, Corba. Après, par la suite, il y a les web services. Et dans les web services, nous avons parlé de 4 générations de web services, à savoir les web services basés sur SOAP, WSDL, REST, GraphQL et gRPC. Alors, bien sûr, on aura dans toute la formation l'occasion de travailler en détail, bien sûr, ces parties-là. Parce qu'en fait, dans ce cours-là, on va s'intéresser uniquement à les web services basés sur SOAP, notamment, parce qu'il a une relation directe avec la technologie XML. Et c'est l'une des applications de XML que nous sommes en train de travailler. Mais j'ai expliqué déjà la différence entre les différentes catégories du web service, SOAP, REST, GraphQL et gRPC. Et donc, dans les cours qui viendront par la suite, donc, on aura l'occasion de travailler tout cela en détail. Donc, je vous rappelle qu'en fait, le protocole SOAP, c'est un protocole qui consiste à faire communiquer des applications distribuées en échangeant des messages au format XML. Et ces messages XML sont transportés via le protocole HTTP. Donc, ça, c'est le résumé. Et que les concepts fondamentaux du web service, donc on avait parlé de 3 concepts fondamentaux. Notamment, il y a le protocole SOAP. Donc, c'est le protocole qui permet d'échanger des messages XML entre les applications distribuées. Ces messages sont transportés par le protocole HTTP. Et après, il y a le WSDL. Donc, c'est quoi? C'est un document XML qui permet de faire la description de l'interface d'un web service. Donc, pour consommer généralement un web service, vous avez besoin de connaître l'interface du web service. Donc, vous avez besoin de connaître sa description. Et pour les web services basés sur le protocole SOAP, la description d'un web service se fait via un fichier XML qui s'appelle le WSDL. Alors, on a vu d'ailleurs la dernière fois donc, le WSDL lui-même. Il est basé sur les schémas XML. Donc, ça, c'est un élément important.
Et bien sûr, donc par la suite, il y a les annuaires UDDI. Alors généralement, les annuaires, donc généralement dans les architectures orientées services, chaque service qui est créé, chaque web service qui est déployé, généralement, il est enregistré dans un annuaire. Et s'il est enregistré dans un annuaire, donc ça laisse la possibilité aux applications clientes de le découvrir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opération Discover. Un client, s'il ne connaît pas l'adresse du web service, il peut la chercher dans l'annuaire. Une fois qu'il retrouve l'adresse, donc la première des choses qu'il demande généralement au serveur, c'est le WSDL. Donc donne-moi ta description. Une fois qu'il a le WSDL, à ce moment-là, ça veut dire qu'il connaît l'interface du web service, ça veut dire qu'il peut communiquer, il peut dialoguer avec le web service. Alors dans notre cas ici, donc c'est le protocole SOAP qui va être utilisé. Donc le protocole SOAP, c'est le protocole qui sera utilisé, c'est pour consommer les web services. Donc c'est pour échanger donc ces messages XML entre les applications. Donc ça, on a vu également la mise en œuvre à la fin, une démonstration. Donc je vous ai laissé les démonstrations de la dernière fois. Nous avons montré en fait un exemple d'application dans lequel nous avons montré comment créer un web service avec JAX-WS. Alors je vous rappelle juste, pour créer un web service basé dans Java, on utilise une librairie ou bien une spécification qui s'appelle JAX-WS. Donc JAX-WS, c'est une librairie qui permet de créer et de consommer les web services basés sur le protocole SOAP. Donc forcément, pour créer un web service basé sur SOAP, nous utilisons des annotations principales qui sont donc web service, web méthode et web param. Donc ça, c'est les annotations principales utilisées par les web services. Donc ça, je vous l'ai montré déjà la dernière fois. Nous avons montré comment déployer un web service. Donc, nous avons créé un web service bank service. Nous avons créé un serveur JAX-WS dans lequel nous avons montré comment déployer le web service. Ensuite, nous avons lancé le browser pour visualiser le WSDL. Nous avons vu le WSDL et nous avons vu ce qu'il contient. Et après, nous avons utilisé un outil qui s'appelle SOAP-UI qui permet de tester les web services. Et après, nous avons vu comment créer un client Java. Un client Java, une application qui permet de consommer le web service en utilisant un proxy. Donc, en principe, nous avons vu qu'il suffit d'avoir le WSDL. À partir du WSDL, on peut générer un proxy. C'est des classes Java qu'on va générer. Et grâce à ce proxy-là, on peut communiquer avec le web service facilement. Alors ça, c'est la démonstration que nous avons faite et c'est la démonstration justement que j'attendrai que vous fassiez tout à l'heure. Donc je vous laisserai le temps donc, de travailler dessus, donc voir un peu vous assister pour faire ça. Mais avant ça, donc, en fait, d'une manière générale, il y a un concept que je vais ajouter d'abord avant de vous laisser travailler. C'est que généralement, quand on fait appel au serveur par exemple, rappelez-vous, nous avons une méthode qui permet de consulter un compte. Alors, quand on envoie une requête pour demander un compte, ben, le serveur il va créer un objet compte. Et bien après cet objet compte, il va l'envoyer vers le client au format XML. C'est-à-dire que l'objet compte, le compte, il a été sérialisé au format XML. Alors, il faut savoir que dans Java, si vous voulez convertir ou bien sérialiser, ce qu'on appelle la sérialisation, pour sérialiser ou bien pour convertir un objet Java en XML, ou bien l'inverse. C'est-à-dire vous prenez des données XML et on va les retrouver dans un objet Java. Alors pour faire ça, on utilise une librairie qui s'appelle JAXV. JAXBinding, d'ailleurs vous la voyez dans l'architecture ici. Alors JAXV ou bien JAXBinding, c'est quoi? C'est une librairie Java qui permet de faire ce qu'on appelle le mapping objet XML. Le mapping objet XML, OXM, Object XML, XML Mapping. Alors, le mapping objet XML, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre un objet Java et de le sérialiser au format XML, ça devient des données XML, ou l'inverse. J'ai des données XML, je vais lire ces données-là, ça devient des objets Java. À partir d'une classe Java, je peux générer un schéma XML.
Et à partir d'un schéma XML, je peux générer des classes Java. Donc vous voyez, donc le fait de passer XML Java, c'est ce qu'on appelle le mapping objet XML. C'est pas forcément uniquement Java, c'est-à-dire quel que soit le langage. Mapping objet XML, c'est-à-dire un objet d'une manière générale, ça devient un élément XML. Donc, alors pour le faire, on utilise JAXB. Alors, je vais vous montrer comment en fait JAXB fonctionne. Alors ça, on a déjà montré comment fonctionne ça. Alors en fait, le mapping objet XML, donc comme je disais, donc c'est un concept qui consiste à convertir des objets d'une manière générale au format XML ou vice-versa, ou bien l'inverse. Alors, en principe, l'idée c'est quoi? C'est que à partir d'un document XML, par exemple, vous avez un fichier XML, vous voulez lire le contenu d'un fichier XML et vous voulez récupérer ces données-là dans votre application Java. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, alors cette opération s'appelle, c'est-à-dire à partir d'une application Java, je vais lire un document XML. Cette opération s'appelle unmarshal. C'est la désérialisation. La désérialisation, c'est-à-dire quoi? À partir d'un fichier, je retrouve mes données dans des objets de l'application. Ou l'inverse. L'inverse, c'est quoi? C'est que j'ai un objet et je voudrais envoyer les données de cet objet dans un document XML, dans un flux XML. Ça s'appelle la sérialisation, ou bien l'opération s'appelle marshal. Marshal, ou bien sérialiser, c'est-à-dire envoyer les données d'un objet vers un flux XML. Ou l'inverse. L'inverse, c'est à partir d'un flux XML, je peux retrouver un objet Java. Alors, il faut juste noter une chose qui est importante, c'est que le terme de la sérialisation, parce que nous avons déjà vu, en fait, ce qu'on cherche, c'est qu'on veut... Vous savez qu'un objet d'une manière générale, c'est une entité qui est volatile. Volatile, ça veut dire quoi? Volatile, ça veut dire que quand vous créez un objet, il est créé dans la mémoire, dans la RAM. Il contient des données. Mais si vous quittez l'application, les données de votre objet vont disparaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est volatile. C'est-à-dire, une fois que vous quittez l'application, l'objet, tout ce que vous avez dans la mémoire, bien sûr, il n'est plus là, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on parle de volatile. Alors, si vous avez un objet volatile, alors parfois, donc, on a besoin de conserver les données de l'objet dans un fichier, n'est-ce pas? Alors, pour conserver les données d'un objet dans un fichier, c'est ce qu'on appelle rendre l'objet persistant. Rendre un objet persistant, ça veut dire quoi? Un objet persistant, c'est un objet qui est créé dans la mémoire, qui a des données. Mais ces données, les données, par exemple, si vous avez un objet count qui a son code, son solde et sa date de création, c'est un objet qui se trouve en mémoire. S'il est persistant, ça veut dire ces données, les données de cet objet-là, ils sont conservés dans un fichier, quelque part. De façon à ce que, même si je quitte l'application, je ne perds pas les données. Alors maintenant, comment conserver les données d'un objet? Comment rendre un objet persistant? Alors, on peut utiliser les bases de données relationnelles, classiques, parce que généralement, les bases de données sont faites pour rendre les données persistantes, c'est-à-dire, c'est des fichiers dans lesquels on va stocker les données. Mais nous avons vu que les bases de données, ils sont très pratiques quand on veut gérer les données d'une application, mais on ne va pas utiliser les bases de données pour échanger les données avec d'autres systèmes d'information. Pour échanger les données entre les systèmes d'information, on va utiliser des fichiers, soi-disant des sortes de bases de données, qui peuvent être des documents XML, ça peut être des données au format JSON, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est des données structurées, mais avec des formats comme par exemple XML. Donc c'est pour cela d'ailleurs que nous avons dit que XML, c'est quoi? XML, il est fait pour échanger les données entre les systèmes d'information. Il dit que donc, pour conserver donc, les données d'un objet quelque part, pour rendre l'objet persistant, on peut stocker les données de l'objet dans une base de données. Alors cette base de données, ça peut être une base de données relationnelle. Alors je rappelle qu'une base de données relationnelle, c'est quoi? C'est une
base de données dans laquelle les données sont stockées dans des tables et les tables sont liées par des relations. Quand on stocke les données des objets de votre application dans une base de données relationnelle, alors c'est ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Le mapping objet relationnel, c'est-à-dire ORM. ORM, Object Relational Mapping. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le mapping objet relationnel? Le mapping objet relationnel, ça veut dire que je récupère des données des tables à partir des tables d'une base de données relationnelle. Et ces données-là, elles deviennent des objets dans mon application. Par exemple, je peux faire select étoile from produit pour sélectionner une liste de produits à partir de la base de données. Mais tous ces produits-là, je vais les stocker dans des objets de la classe produit. N'est-ce pas? Chaque ligne de la table produit, ça devient un objet de la classe produit. Ou l'inverse. Je prends les données d'un objet produit et je les envoie, je fais insert. Je les envoie vers une table. Donc, quand je fais la correspondance entre les objets, une application orientée objet et une base de données relationnelle, ça c'est ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Alors ce mapping objet relationnel, vous aurez l'occasion de le faire dans la partie Java avancée et dans J2E, donc on aura l'occasion de travailler ça. Mais si vous stockez les données d'un objet dans des documents XML, on va dire c'est le mapping objet XML tout simplement. Le mapping objet XML, c'est OXM. Donc vous voyez donc deux termes qui sont souvent utilisés, ORM et OXM. ORM, ça veut dire quoi? Mapping objet relationnel. Et OXM, ça veut dire mapping objet XML. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du mapping objet XML, parce que ce qui nous intéresse, c'est la technologie XML. Ah, donc, le mapping objet XML, ça consiste à quoi? Comme vous voyez ici, ça résume. À partir d'une application Java, je peux prendre des objets et je peux les envoyer vers des documents XML. Je peux les sérialiser dans des fichiers XML. Ou l'inverse, à partir des données XML, je peux récupérer mes objets Java. Encore, à partir d'un schéma XML, je peux générer des classes Java. Ou là, l'inverse, à partir d'une classe Java, je peux générer le schéma XML. Vous savez très bien que le schéma XML, c'est quoi son rôle? C'est déclarer la structure d'un document XML. Et c'est quoi une classe? Une classe, c'est pour déclarer la structure des objets. Donc vous voyez donc, c'est à peu près, sauf que ça c'est objet et ça c'est XML. Okay, donc maintenant, si vous voulez faire cette correspondance, alors dans Java, il y a une librairie qui s'appelle JAXB, JAXBinding. Alors JAXB, donc comment ça marche? Alors, donc le principe de base, c'est que vous avez donc ici une application, comme je disais, une application qui va créer des objets. Et ces objets-là, on va essayer donc de les sérialiser dans un document XML ou bien dans un flux XML ou l'inverse. À partir d'un flux XML, on va lire ces données-là et on va retrouver donc les objets Java. Bon, je parle Java, mais c'est pas forcément Java, ça peut être n'importe quel langage, n'est-ce pas? Généralement, tous les langages disposent des librairies qui permettent de faire le mapping objet XML. À partir d'un objet, je retrouve un flux XML, quels que soient les langages. Alors, donc ici, donc pour faire la sérialisation, donc je vais vous montrer un peu les quatre possibilités. Les quatre possibilités. J'ai un objet Java, je vais stocker ces données dans un fichier XML. La deuxième possibilité, c'est quoi? À partir d'un fichier XML, je vais lire les données. Je vais lire les données du fichier XML pour les stocker dans un objet Java. La troisième, c'est quoi? À partir d'une classe Java, je vais générer un schéma XML. Je disais la troisième ou la quatrième? La troisième. La quatrième, c'est l'inverse. À partir d'un schéma XML, je vais générer des classes
Java. هذا هو le mapping objet XML. Alors pour faire, supposons que j'ai une classe Java qui s'appelle compte, qui est définie par ses attributs, le code, le solde, la date de création. Après, il y a les getters et setters, il y a les constructeurs sans paramètres, avec paramètres, c'est des choses qu'on peut générer. Alors, généralement, si vous voulez faire le mapping objet XML, si vous voulez convertir un objet Java en XML ou l'inverse, généralement, la classe utilise une annotation qui s'appelle XML root element. Donc, cette annotation, généralement, on va l'utiliser sur les classes. C'est une annotation de JAX-B, JAX Binding. Alors, si vous avez la classe ici, compte avec l'annotation XML root element, ça veut dire tout simplement quand je vais enregistrer un objet compte, ça devient un élément XML. Ça devient un élément XML. Alors, pour faire cette opération, je vais tout à l'heure vous faire la démo. Je vais créer d'abord. Alors, je fais directement la démo comme ça, parce que là, sinon. Alors, je vais lancer. C'est visible. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais créer un projet Java comme la dernière fois. New project. Donc, j'utilise ici les DE IntelliJ. Alors, ici, donc, je vais créer un projet que je vais appeler donc mapping objet XML ou XM. Un simple projet Java. Donc, c'est un projet Java qui va utiliser Maven. Donc, je vous rappelle que Maven, donc, c'est un outil qui permet de gérer les dépendances dans un projet Java. C'est-à-dire pour ne pas télécharger des librairies manuellement et de les ajouter dans un projet Java. Donc avec Maven, on va juste déclarer la dépendance dans un fichier XML, POM XML, et après c'est Maven qui va télécharger les dépendances. Donc ici, donc, je vais créer un projet, alors je vais l'appeler TP OXM. C'est un projet Java Maven. Je vais utiliser donc Java 17 pour être un peu plus à jour. Alors, généralement, quand on crée un projet Maven, donc vous avez besoin de spécifier ce qu'on appelle un groupe ID, qui représente, si vous voulez, l'identifiant de votre projet. Alors, souvent, dans la pratique, c'est que les groupes ID, donc, dans la pratique, on met toujours, en fait, le nom de domaine de l'entreprise inversé. Par exemple, si mon nom de domaine, c'est, par exemple, usfi.net, donc, je vais mettre net. Par exemple, usfi comme ça. Vous pouvez vous mettre, par exemple, ma.n7. N'importe quoi, c'est-à-dire vous mettez votre prénom, .nom. C'est juste, en principe, dans un projet. Pourquoi? Parce que quand on veut utiliser une dépendance d'une manière générale, pour identifier une librairie, on va l'identifier avec ce qu'on appelle son groupe ID. Si vous voulez intégrer une librairie dans un projet, vous aurez besoin de connaître c'est quoi le groupe ID. Donc le groupe ID, souvent, ça représente le projet. Et après, il y a ce qu'on appelle Artifact ID. Artifact ID, c'est le nom du module. Parce que dans un projet, vous pouvez avoir plusieurs modules, plusieurs parties. Et ici, donc, le Artifact ID, donc, il porte le même nom du projet. Donc, je l'appelle TPOXM. Bon, je peux le laisser comme ça. Donc, ça, c'est juste pour créer un projet Maven. Un projet Maven, c'est un projet Java. Donc d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de créer un projet Maven. Vous pouvez créer un projet, parce qu'au fait, il n'y a pas que Maven qui fait ce travail-là. On peut utiliser, il y a un autre qui s'appelle Gradle. Alors pour les gens qui ont déjà développé des applications mobiles avec Android, par exemple, ils savent déjà que pour développer des applications Android, généralement, on préfère utiliser Gradle. Donc soit Maven, soit Gradle. Mais ici, donc, Maven, c'est le plus ancien, en tout cas pour les applications Java. Mais on va voir dans le futur, c'est qu'on peut utiliser soit Maven, soit Gradle, parce qu'ils vont nous faciliter beaucoup le travail de construction des logiciels. Donc, c'est des outils, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails.
Mais pour le moment, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ben tout simplement, vous allez admettre que pour créer un projet Maven, donc vous créez un projet, vous spécifiez Maven, ben vous aurez juste besoin de spécifier le groupe ID. Donc c'est à vous de choisir n'importe quel groupe ID. Vous pouvez garder, si vous gardez tout le temps les paramètres par défaut, vous allez avoir quelque chose comme .example. Donc c'est le même toujours groupe ID. C'est pas, il vaudrait mieux quand vous créez par exemple quand vous créez vos projets, ben vous mettez par exemple, vous pouvez mettre toujours votre prénom par exemple, point, votre nom, par exemple. Comme ça, tous les projets que vous créez, le groupe ID, c'est votre prénom, point, votre nom. Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes pas censé spécifier quelque chose de particulier. Mais dans la pratique, les entreprises, d'une manière générale, tout ce que vous créez dans un projet, à chaque fois que vous créez un projet, on va souvent mettre... le groupe ID, ça commence toujours par le nom de domaine de l'entreprise, mais inversé. Hein. Ça, c'est des conventions. Okay? Par exemple, ici, je mets MA.N7, par exemple. Alors, créer projet. C'est la même chose. Chez Eclipse, qui est IntelliJ, donc c'est un projet Maven, c'est un projet Maven. Alors, donc, en fait, comme je disais, donc, ici j'ai créé un projet. Et un projet Maven, donc je vous rappelle que c'est un projet qui contient un fichier qui s'appelle POM.xml. Alors après, à chaque fois que j'ai besoin d'une librairie, d'une dépendance que je dois ajouter à mon projet, ben, je vais l'ajouter dans ce fichier POM.xml. Alors, maintenant, c'est pour travailler, donc j'ai déjà expliqué ça la dernière fois, pour créer un web service basé sur JAX-WS. N'est-ce pas? Vous aurez besoin de JAX-WS. Bon, JAX-WS est une dépendance. Normalement, JAX-WS, il faisait partie de Java 8. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Si vous travaillez avec Java 8, le JDK 8, ou bien 7, ou bien 6, les anciennes versions de Java, alors JAX-WS faisait partie du GDK. C'est-à-dire, dans le GDK, vous avez JAX-WS et vous avez JAX-B. JAX-B faisait partie du GDK. Mais à partir de Java 9, depuis que Oracle avait racheté Java, en fait, Oracle n'avait pas le droit de garder donc, en fait, c'est un certain nombre de packages dans le GDK. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des packages qui étaient développés par la communauté et non pas par Sun Microsystems. Et parmi tous ces packages qui commencent par Java X, qui faisaient partie du GDK d'origine, à partir de Java 9, donc c'est des librairies indépendantes, supplémentaires que vous devrez ajouter. Alors justement, c'est ce qu'on va faire. Donc pour travailler avec JAX-B et aussi JAX-WS, vous aurez besoin d'ajouter une dépendance à votre projet. Alors quelle dépendance? Donc ici, donc c'est JAX. Je vais utiliser la même dépendance la dernière fois, comme ça on ne va pas trop se perdre. Donc JAX-WS, implémentation Maven Dependency, on peut la chercher rapidement comme ça, cette dépendance-là. Je vais prendre la dernière version. Je prends cet élément XML que vous voyez ici et je vais l'ajouter dans mon fichier .xml. Je dois juste ajouter des dependencies et je fais copier-coller. J'ai une dépendance. Alors vous voyez bien sûr que pour ajouter une dépendance dans un projet Maven, qu'est-ce qu'il vous faut spécifier? Regardez. Le groupe, avec la dépendance, il a un groupe ID, là, artefact ID. Donc c'est-à-dire, c'est la même chose. Ceux qui ont créé cette dépendance, quand ils ont créé la dépendance, ils ont choisi le groupe ID, c'est comme .san.xml.ws. Et après, artefact ID, c'est JAX-WS, etc. Et après, il y a la version, parce qu'en fait, chaque librairie a une version. Alors ici, donc, une fois que j'ajoute cette dépendance-là, je dois juste dire à Maven de télécharger, c'est-à-dire de mettre à jour le fichier .xml. Alors pour cela, il y a deux façons de faire. Soit on clique avec le bouton droit et après on va utiliser Reload Project. Reload, c'est-à-dire recharger le projet. Ça permet à Maven de lire à nouveau le fichier .xml
Et s'il y a des nouvelles dépendances, il va les télécharger. Ou bien, vous allez voir ici, il y a une petite icône qui apparaît. Généralement, à chaque fois que vous changez le fichier POM XML, il y a une petite icône ici, Maven. Vous cliquez dessus, donc ça permet de télécharger les dépendances. Donc en tout cas, ça c'est maintenant j'ai mes librairies que je veux. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai dans mon projet, donc j'ai en fait un projet que j'ai créé dans lequel en fait dans un projet Maven, il y a toujours le dossier source main Java. Donc c'est là on va créer les classes Java. Et vous allez trouver par défaut, il vous crée un package qui porte le même nom du groupe ID. Vous voyez, donc le package c'est ma.n7. Bon, je peux toujours créer un nouveau package et dans lequel il vous crée une classe qui s'appelle main. C'est une simple application de type Hello World, donc qu'on peut exécuter. Bon, ça c'est l'application que vous avez l'habitude de faire. Alors ça c'est pour exécuter, donc pour ça vous donne quelque chose comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Alors dans ce package-là, je vais créer une classe. Supposons je voudrais créer une application qui permet de gérer des comptes. Donc je vais créer une classe compte. Alors le compte est défini. Alors on va définir ça par son code, par le solde, par la date de création de type date, par le type du compte. Alors, supposons que le type de compte peut être soit le compte courant ou bien épargne. Alors ici, donc, vous pouvez utiliser string type, n'est-ce pas? String, ça peut être n'importe quelle chaîne de caractères. Mais quand vous avez par exemple une valeur qui peut être soit cette valeur-là aussi là, donc il faut généralement choisir un type énuméré. Alors dans tous les langages, généralement il y a ce qu'on appelle des types énumérés. Alors si dans Java, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un type énuméré, un enum. Alors, je dois juste rappeler que dans Java, quand vous faites new class, vous allez voir d'ailleurs qu'est-ce que vous pouvez créer dans Java. Vous pouvez créer soit des classes, soit des interfaces, n'est-ce pas? Soit des enums, un énumérateur. Un énumérateur, donc pour moi ici, donc, je vais créer un type qui s'appelle type compte, dont la valeur peut être soit compte courant ou bien compte épargne. Et après, après le type record. Donc le type record, c'est un type qui a été ajouté dans les nouvelles versions de Java. J'aurai l'occasion de vous en parler si vous ne le connaissez pas. Et après, on peut créer ce qu'on appelle des annotations. Voilà, c'est ça Java. C'est-à-dire quand on programme, dans la majorité des cas, vous allez créer des classes. Et parfois, vous allez créer des interfaces. Parfois, vous allez créer des énumérateurs. Ou parfois, donc rarement en tout cas, vous allez ajouter vos propres annotations. Donc ça, c'est des choses que vous allez apprendre durant toute la formation. En tout cas, alors qu'est-ce que je vais créer ici? Je vais créer un type enum. OK? Alors ce type enum s'appelle, je vais l'appeler type compte. Et un énumérateur, donc ça s'écrit comme ça, enum. Alors c'est quoi les valeurs possibles? Il y a compte courant ou bien compte épargne. Je vais mettre courant, virgule, épargne, virgule, et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, l'essentiel, c'est ça, c'est les valeurs. Vous pouvez mettre toutes les valeurs possibles. Ici, donc, j'ai un type compte, c'est un type enum qui peut avoir comme valeur soit courant, soit épargne. Alors, comme ça, donc, dans la classe compte, au lieu d'utiliser ici string, je vais utiliser quoi? Type compte. Donc vous voyez, donc type, il est de quel type? Type compte. Donc ça veut dire que moi, type, ça peut être soit courant, soit épargne. Alors ça, c'est la classe. Et après, je vais générer les getters et setters parce que j'en aurai besoin. Alors pour générer les getters et setters et tout ça, donc c'est des choses qu'on fait dans code, generate. Il y a plein de choses qu'on peut générer, donc il y a des raccourcis. Alors je vais générer donc les getters et setters.
pour tout ça. Ensuite, je vais générer le constructeur, un constructeur avec paramètres, avec tous les paramètres, et je vais générer un constructeur sans paramètres. Alors généralement, vous pouvez également utiliser Alt Entrée, Alt Insert, etc. Donc ça vous permet de faire tout ça de la même manière. Alors je vais générer un constructeur sans paramètres. Ici, je ne vais pas sélectionner de paramètres. Vous voyez, donc ça c'est les constructeurs, les getters et setters. Et si vous voulez générer une méthode toString, c'est pareil. Generate la méthode toString. Vous mettez tous les attributs. Bon, globalement, vous avez l'essentiel, c'est que vous avez créé une classe Java. Alors pour travailler avec Jax, donc après je vais ajouter les annotations. Donc j'ai la classe compte. Supposons moi je voudrais gérer plusieurs comptes. Donc je vais créer une autre classe que je vais appeler banque. Alors dans une banque, je vais gérer plusieurs comptes. Donc je vais déclarer une liste qui contient des comptes. Je vais l'appeler compte et je vais l'initialiser avec new array list. C'est une liste qui est vide pour le moment. Ok. Pour le moment, je vais mettre public pour faire quelque chose de plus simple. Je ne vais pas la mettre privée. Donc je crée une classe comme ça, banque, qui contient une liste de comptes. J'ai créé deux classes. Une classe compte, une classe banque. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une application. Je vais créer une classe, une application que je vais appeler donc test1. Alors dans laquelle je vais faire la sérialisation XML. Test sérialisation XML. J'ai la méthode main. Alors ici donc je vais utiliser JAXB. Alors pour utiliser JAXB, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on aura besoin de créer ce qu'on appelle un objet qui s'appelle JAXB context. JAXB context égale, ça se crée comme ça, JAXB context.new instance. Je vais créer un JAXB context, je fais appel à cette librairie, et dans new instance, il faut spécifier, si vous voulez, la classe racine. C'est-à-dire, dans notre cas, je vais gérer les données qui se trouvent dans... si vous voulez, l'objet principal pour moi, c'est la classe banque. Je vais utiliser banque.classe. Parce qu'en fait, vous savez très bien que en fait, un document XML, c'est un arbre, n'est-ce pas? C'est un arbre. C'est une structure hiérarchique. Et dans une structure hiérarchique, il y a toujours le nom racine, n'est-ce pas? Et le nom racine, c'est quoi? Alors, dans notre cas, le nom racine, c'est quoi? C'est banque. Donc, c'est-à-dire, vous spécifiez toujours quelle est la classe racine. Parce que dans une banque, je peux avoir d'autres classes, etc., d'autres sous-classes, etc. Alors, sauf que quand vous mettez new instance, alors vous savez, dans les exceptions, parfois il y a des exceptions à gérer. Donc ici, il nous souligne ça en rouge. C'est pour vous dire, il faut faire soit try catch, ou bien vous faites throws. Alors si je fais alt entrée, il va vous proposer de faire soit try catch. Alors c'est-à-dire que finalement, il y a parfois quand vous appelez une méthode, et cette méthode peut générer des exceptions. Ici, s'il génère des exceptions, il faut faire ce qu'on appelle un catch. Alors ici, on ne veut pas faire un catch. La deuxième solution, c'est d'utiliser throws. C'est-à-dire, il suffit d'ajouter à la méthode main throws JAX exception. C'est comme si vous dites, s'il y a une exception de type JAXB exception qui s'est produite, une erreur de type JAXB exception, je vais l'ignorer. Je ne fais pas un catch. Donc ça vous laisse un peu travailler tranquillement comme ça. Ensuite, alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer une banque. Alors, pour créer une banque, oui, on va créer une banque. Et dans notre banque, vous mettez ce que vous voulez. C'est simple de créer des banques, vous voyez. New banque et vous créez une banque. Oui. JAXB context. Oui. Les? Son rôle. Alors,
Alors, JAXB context, c'est JAXB. C'est ce que je vais utiliser tout à l'heure pour convertir un objet Java en format XML. C'est-à-dire, c'est pour faire le mapping objet XML. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est JAXB. JAXB, c'est la librairie que je vais utiliser et qui va me permettre d'enregistrer en fait un objet Java en XML ou l'inverse. C'est clair? Non, en fait, c'est pas qu'il y a ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur. Dans Java généralement, c'est que quand vous appelez une méthode d'une manière générale, la méthode, elle fait un traitement, d'accord? Elle fait un traitement. Il va retourner un résultat, si tout se passe bien. Mais généralement, si ça ne se passe pas bien, il génère une exception. Donc, ce qui fait que, ici, généralement, parfois, il y a des méthodes dans lesquelles, en fait, parmi les exceptions, en fait, il y a ce qu'on appelle les exceptions surveillées. Et les exceptions surveillées, c'est-à-dire, c'est des exceptions qui sont signalées par le compilateur. C'est comme si le compilateur vous dit, par exemple, si je ne fais pas ça. Vous voyez, donc, les exceptions surveillées, c'est des exceptions qui sont signalées par le compilateur. Qu'est-ce qu'il vous dit, le compilateur, ici? Il vous dit, vous êtes en train d'appeler une classe, plutôt la méthode new instance, n'est-ce pas? Mais il se peut, parce que new instance, il vous dit, c'est-à-dire la structure de new instance, il se peut qu'il génère une exception. Ça ne veut pas dire qu'il y a une exception. Au moment de l'exécution, ça peut générer une exception. Nous allons voir quand d'ailleurs, on va voir quand on va exécuter, on aura une exception. Donc il vous dit, donc il faut décider. Est-ce que vous voulez faire try catch, c'est-à-dire si cette exception se produit, vous allez la capturer et vous affichez un message d'erreur, ou bien est-ce que vous voulez l'ignorer? Donc d'ailleurs, si vous faites ici, si vous regardez, quand vous avez une erreur et vous voyez ici vous voyez donc ici la solution proposée, il vous dit quoi? Soit vous faites try catch, n'est-ce pas? Ou bien throws. Alors ici throws, c'est que je suis en train de dire, je vais ignorer cette exception. S'il se produit, donc je l'ignore. Je l'ignore, ça veut dire que forcément, mon application au moment de l'exécution, elle va s'arrêter, elle va m'afficher des messages d'erreur. D'ailleurs, vous allez les voir. Alors, je crée une banque. Alors, dans cette banque, je vais ajouter des comptes. Banque. Alors, je sais que dans banque, j'ai déclaré une liste qui s'appelle compte, n'est-ce pas? Alors, dans la classe banque, j'ai une liste compte. Et pour ajouter un objet dans une liste, on va utiliser la méthode add. Je vais ajouter quoi? New. Je vais ajouter un compte avec le code 1, avec le solde par exemple 4500, avec la date création c'est new date, la date système. Et c'est quoi le quatrième paramètre? C'est le type. Alors pour le type, je dois utiliser ici, vous voyez donc le type énuméré, soit type compte courant ou bien épargne. Alors ici donc je vais utiliser type, c'est un type courant. Je vais faire la même chose. Hein? Voilà. Regardez, je vais essayer d'aller un peu plus long que ça. Supposons je veux créer juste un compte. Mon application va gérer qu'un seul compte. Je vais créer un compte égal new compte avec le code égal à 1, le solde, la date création c'est la date système, new date, et après le type c'est quoi? C'est le type courant. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un objet compte. Maintenant cet objet compte là, je voudrais l'enregistrer dans un fichier XML. Je voudrais faire la sérialisation XML. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai besoin de créer ce qu'on appelle un objet Marshall. Alors Marshall, c'est-à-dire l'objet Marshall de JAXB, c'est pour sérialiser. Marshall égale à quoi?
Alors pour créer l'objet Marshall, je le crée à partir de JAXB context. Point, il y a une méthode qui s'appelle create Marshall. Donc JAXB context et JAXB, je lui dis crée-moi un objet Marshall que je vais utiliser pour sérialiser. Alors maintenant je vais utiliser, c'est Marshall, Marshaller, c'est pas Marshall, Marshaller. Point Marshall, c'est-à-dire sérialise, j'appelle une méthode. Qu'est-ce que je vais sérialiser? Quel objet? Count, c'est l'objet count que je veux enregistrer. Où? Alors, si vous voulez l'enregistrer dans la sortie standard, il y en a juste la console, vous pouvez utiliser system.out. Vous voyez donc system.out, c'est quoi? C'est la sortie standard, c'est-à-dire ce qui va s'afficher à l'écran. Mais nous, on veut l'enregistrer dans un fichier. Alors, je vais regarder d'abord ça. Regardez ce qui va se passer. Déjà, ici, je dois changer. Parce que ici, maintenant, pour JAXB context, quel est l'élément racine pour moi ici? C'est count. Je vais utiliser count, point classe. Alors, je vais exécuter ça. C'est une application, run. Alors, ici, j'ai une exception. Regardez. Justement, il vous dit qu'au moment de l'exécution, il y a une exception qui a été générée. Alors, cette exception-là, elle est de type SAC. Voilà. Il vous dit que impossible, vous voyez, impossible de sérialiser la classe count en tant qu'élément lui-même parce qu'il n'utilise pas la notation XML root element. Donc, c'est-à-dire, JAXB, pour sérialiser un élément, il faudrait que la classe que vous spécifiez dans la racine doit utiliser la notation. Vous voyez ici, donc, la classe count doit être précédée par la notation XML root element. Alors maintenant, je vais regarder mon application. Je réexécute. Alors regardez ce qu'il m'affiche là. Il m'affiche, c'est du XML, n'est-ce pas? Mais sauf que c'est des données XML, mais qui ne sont pas indentées, n'est-ce pas? Ils ne sont pas formatées. Alors je vais lui demander, quand il me génère XML, je voudrais qu'il formate, qu'il indente. Alors pour cela, je vais utiliser, avant de faire Marshall, je vais lui dire marshaller.setProperty. Il y a une propriété qui se trouve dans l'objet Marshall. Il y a des propriétés qui s'appellent JAXB Formatted Output et la valeur true. Alors si vous mettez ici, donc quand vous dites Marshall.JAXB Formatted Output égale à true, c'est quand je lui dis quand tu vas générer un flux XML, tu vas faire l'indentation, tu formates. Alors vous allez voir que si j'exécute là, ça va changer parce que cette fois-ci, regardez le compte qu'il m'a affiché. Il m'a généré un document XML. Ici, j'ai compte. Okay. Il y a le code, il y a la date de création, il y a le solde et le type. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de faire la sérialisation XML. J'ai converti un objet Java au format XML, mais je ne l'ai pas enregistré. J'ai juste affiché, n'est-ce pas? Parce que ici, dans la sortie, regardez, ici, j'ai utilisé system.out. Alors maintenant, je ne vais pas faire system.out, mais je vais l'envoyer dans un fichier. Donc, je vais utiliser new file. Je vais utiliser file. Alors, bien sûr, inutile de vous rappeler que souvent, il y a des classes ici que je fais, mais il y a des importations qui se font. Par exemple, la classe file se trouve dans le paquet Java input, output. Parce que quand vous faites CTRL espace, il importe automatiquement les packages. OK? Donc, new file quoi? Le fichier, je vais l'appeler count.xml. OK? J'enregistre et j'exécute. Alors, cette fois-ci, il ne m'affiche rien à l'écran, mais je devrais voir dans mon projet, il y a un fichier qui a été généré qui s'appelle count.xml. Je fais un double-clic, j'ouvre mon fichier XML. Et vous voyez donc mon fichier XML, elle est là. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire la sérialisation XML en utilisant quoi? JAXB.
Alors maintenant, je ne veux pas enregistrer qu'un seul compte, je veux enregistrer plusieurs comptes. Donc dans ce cas-là, je vais changer mon application. Ici, donc, je vais créer un objet banque égale new banque. Et je sais que dans l'objet banque, j'ai une liste qui s'appelle compte. C'est une liste, c'est un tableau. Et je vais ajouter, avec la méthode add, je vais ajouter des comptes. Alors, je vais ajouter ce premier compte-là. Je peux utiliser ici, par exemple, compte C1. Ça, c'est C1, n'est-ce pas? Et je vais faire la même chose pour ajouter les autres, ou tout simplement, directement, je fais ici, donc, je prends ça, CTRL X. Je supprime ça ici. Je fais directement add new compte. Bon, c'est la même chose. Ça. Alors, j'ai ici combien de comptes? 3 comptes. Avec le code égal à 2 ici. Ça, c'est 3. Là, je vais changer les montants. Ça, c'est compte courant, compte épargne. OK? Alors ici, donc, qu'est-ce que j'ai créé dans mon application orientée objet? J'ai créé un objet banque. Dans l'objet banque, regardez, dans l'objet banque, j'ai une liste de comptes. Et dans cette liste-là, j'ai ajouté combien de comptes? 3 comptes. C'est-à-dire, j'ai un objet dans lequel j'ai stocké 3 objets comptes. Alors maintenant, je vais sérialiser l'objet. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais sérialiser? C'est l'objet banque. Alors, dans ce cas ici, je ne vais pas mettre ici compte, je vais mettre banque.class. Ici, je vais enregistrer, c'est pas le compte, c'est banque. Mais sauf que le problème, c'est que la même chose ici, la classe banque, c'est parce que c'est la classe l'objet que je vais enregistrer, doit utiliser la notation XML root element. Sinon, j'aurai la même exception que tout à l'heure. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. Alors le fichier, je vais l'appeler compte.xml. Bon, je vais écraser. Comment? Ben oui, parce que il vous crée un fichier, c'est à vous de spécifier quelle extension que vous voulez. Alors j'exécute. Alors il m'a généré donc le fichier XML. Je l'ouvre. Regardez cette fois-ci. Voilà. Alors j'ai banque qui contient compte. Voilà le premier compte, voilà le deuxième, et voilà le troisième. Alors, sauf que par défaut, regardez l'élément, comment il l'appelait ici. Compte avec S. Pourquoi? Parce que ici, la variable, je l'ai appelée, il a utilisé la même variable. Mais supposons que je veux changer. Eh bien, je vais changer, je vais lui dire que je peux utiliser une annotation qui s'appelle XML element. D'ailleurs, par défaut, si vous faites rien, par défaut, ça devient un élément, n'est-ce pas? Mais si donc je vais lui dire XML element name, ben, je ne voudrais pas l'appeler compte avec S, je vais l'appeler tout simplement compte sans S. C'est que je suis en train de lui dire, quand tu vas enregistrer un objet compte, la liste, ben, le nom que tu vas utiliser, c'est compte. Alors, si j'exécute, alors je réexécute l'application, j'ouvre le fichier XML, vous voyez donc ça a changé. Alors maintenant, regardez. Alors, par défaut, les attributs d'une classe Java, ça devient des éléments. Mais supposons moi le type, je voudrais que ce soit un attribut et non pas un élément. C'est-à-dire un attribut de la classe compte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans la classe compte, ben, ça c'est quoi? C'est XML element. Je n'ai pas besoin d'utiliser la notation XML element, c'est parce que par défaut, il suppose que c'est un élément. Mais celui-là, type, je vais utiliser XML attribute. Name égale à type. Donc je peux garder le même type. Si je ne mets pas name, alors par défaut, il va prendre le même nom. Alors, c'est une manière de dire, en fait, AJAX-B, quand tu vas enregistrer un objet compte, type, je voudrais que ce soit
un attribut et non pas un élément. Alors ici, ça ne va pas marcher, vous allez voir, au début, il va m'afficher en fait une exception. Donc ici, pourquoi? Tout simplement parce que généralement, quand on utilise les annotations, alors quand on utilise les annotations sur les attributs, comme ici par exemple XML attribute, je suis en train d'utiliser l'annotation sur l'attribut et non pas les getters et setters. Alors quand vous faites ça, vous aurez besoin d'ajouter une autre annotation ici qui s'appelle XML accessor type dans la valeur, c'est field. Alors ça veut dire quoi? C'est comme si vous dites à JAXB que les annotations JAXB, je vais les placer sur les champs, sur les attributs, et non pas les getters et setters. Parce que parfois, une annotation, au lieu de la placer par exemple sur, directement l'attribut, le champ, ici, je peux la mettre sur get type. Parce que par défaut, il suppose que les annotations, il faut les mettre sur les getters et setters. Alors, ou bien vous pouvez les mettre sur les champs, les attributs. Alors, ici, on ne veut pas les mettre sur les getters et setters. Ce n'est pas une bonne pratique. Alors, c'est pour cela, ici, je vais l'utiliser. Je vais mettre l'annotation directement ici. Et si vous mettez l'annotation sur le champ, ben, ça veut dire qu'il faut indiquer comme quoi les annotations vont être placées sur les champs, field, ici. Alors, je réexécute. Ici, il n'y a pas de problème. Je regarde mon fichier XML généré. Alors, vous voyez ici donc ce qui change. Vous avez banque, vous avez compte. Vous voyez? Maintenant, type, ça devient un attribut. Code, sold, date de création. C'est clair? Autre chose, supposons quand vous voulez sérialiser, parce que dans la classe compte, j'ai des attributs, j'ai le code, le sold, la date de création. Supposons que la date ne vous intéresse pas dans le fichier XML. C'est-à-dire, il est dans la classe Java, mais je ne voudrais pas la retrouver dans XML. Je ne veux pas la sérialiser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une annotation qu'on peut utiliser qui s'appelle XML transient. Alors, si vous utilisez l'annotation XML transient sur date de création, c'est comme si vous êtes en train de dire à JAXB, quand tu vas sérialiser un objet de la classe compte, ignore cet attribut-là, tu l'ignores. Transient, ça veut dire quoi? C'est transitoire, c'est-à-dire il est dans la classe, mais je ne veux pas le voir dans le flux XML. C'est normal parce que parfois dans les applications, parfois vous trouvez une classe qui contient beaucoup d'attributs, mais quand vous voulez envoyer des données XML à une autre application, ben, l'autre application n'a pas besoin de tous les attributs. Il a besoin parfois que de quelques attributs. Donc, ce qui fait que ici, l'annotation XML transient, c'est pour indiquer que cet attribut n'est pas sérialisable. Alors, j'exécute. Je regarde le fichier XML. Vous voyez ici, donc, dans le compte, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai que le code et le solde et le type. Mais la date de création n'est pas sérialisée. Alors, voilà le premier cas. Ça, c'est quoi? C'est la sérialisation. Donc, j'ai utilisé ici Marshall. C'est ce que je vous ai montré ici. Ça, c'est ici l'objet. J'ai un objet Java. J'ai utilisé donc l'objet Marshall. C'est pour envoyer les données dans un flux XML. C'est clair pour cette première partie? Alors maintenant, je vais faire l'inverse. J'ai un fichier XML qui contient les données. Maintenant, je veux créer une application Java qui va lire ces données XML et les afficher. Alors, je vais créer un autre exemple, une autre classe, test. Cette fois-ci, je vais faire ce qu'on appelle la désérialisation. Alors, désérialisation XML. J'ai la méthode main. Je fais la même chose. Je veux utiliser JAXB
Donc je vais créer un objet de type JAXB de la même manière que tout à l'heure. JAXB context point new instance. Alors quelle est la classe, les données que je vais lire, je vais les stocker où? Dans un objet de la classe banque. Ok? Alors la même chose ici, donc je vais faire, ça c'est les exceptions. Alors cette fois-ci, je vais créer un objet qui s'appelle un Marshall. Vous voyez, donc Marshall c'est sérialisé, un Marshall c'est désérialisé. Égal à quoi? Égal JAXB context point create un Marshall. Et je vais lire les données. Pour lire les données, je vais faire banque directement. Je vais créer un objet banque. Ben, je ne vais pas faire new banque. Parce que ce n'est pas à moi de créer l'objet. Mais je vais demander à JAXB, lis-moi les données et tu me les stockes dans les objets. Comment? En utilisant un Marshall. À partir de quel fichier? Le fichier s'appelle count.xml. Bon, c'est-à-dire, je lui dis, va chercher ce fichier-là, tu vas me lire les données et tu vas me les désérialiser dans count. Alors, sauf que la méthode aMarshall, généralement, il retourne un objet de type object, alors qu'ici, donc, j'ai un objet de type banque. C'est pour cela il faut faire ce qu'on appelle un sous-casting, entre parenthèses ici, vous mettez banque. C'est-à-dire, en fait, vous dites, oui, tu me lis ça, pour toi, c'est un objet de type object, mais pour moi, je sais que c'est un objet de type banque. C'est ce qu'on appelle un casting ou bien un sous-casting, c'est-à-dire un objet qui est d'origine, parce qu'un Marshall, si vous voyez, si vous regardez le code d'un Marshall, regardez, un Marshall, il retourne quoi? Un objet de type object. Mais je ne peux pas, pour affecter un objet de type object à un objet de type count, ben je dois faire le sous-casting. Alors maintenant, on va vérifier. Monsieur, Oui? pour la réservation de la mémoire pour JAXB context, vous avez dit que JAXB context c'est un objet. Alors, il nous faut la réservation de l'espace dans la mémoire. Avec quelle instruction on a fait cette tâche? Alors, si j'ai bien compris, en fait, peut-être toi, tu as l'habitude de voir la création des objets avec new, c'est ça? Oui, absolument. Exactement. Alors, donc ici, en fait, il y a une autre façon, c'est ce qu'on appelle, utiliser ce qu'on appelle des factories. C'est en fait, au lieu de faire new JAXB context, regarde, je vais appeler la classe JAXB context elle-même qui contient la méthode new instance. Mais new instance, si tu regarde, new instance, c'est elle qui fait return, qui va retourner, il fait encore appel new instance de ça. Et new instance, ici, c'est elle qui fait new. C'est elle qui va créer cet objet-là. Bon, il fait pas mal de choses, je ne vais pas suivre un peu ce qu'il fait, mais c'est une façon un petit peu de créer les objets. C'est-à-dire, c'est new instance qui fait new. OK? C'est elle qui va générer l'objet. Alors, cette façon de faire, généralement, on utilise un pattern, c'est un pattern qui s'appelle tout simplement factory. Factory, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas comment créer un objet, ben, j'appelle une méthode new instance, c'est elle qui va me créer l'objet. Il y a beaucoup de librairies qui fonctionnent comme ça. Est-ce que c'est clair? Bien saisi, merci. Oui? Dans mon test de désérialisation, il va être dans un autre système ou des autres applications. Oui. Alors, normalement, je peux créer un autre projet dans lequel je vais lire ces données. D'accord? Donc, dans notre projet, il faut créer la classe banque. Obligatoire. C'est pour désérialiser. La structure, c'est normal. Si tu veux désérialiser. Donc, on a déjà la structure de l'XML. Exactement. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a. Donc, c'est-à-dire, pour lire les données d'un fichier XML, tu veux les stocker dans un objet. Mais cet objet-là est de quel type? De type banque. Mais cette classe banque, tu devrais l'avoir, n'est-ce pas?
Alors maintenant, donc tu peux faire soit copier-coller la même structure qui existe déjà, ou bien tu crées ta propre classe banque qui porte la même structure de ton fichier, ou bien, si tu as un schéma XML, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que pour le moment, je n'ai pas de schéma XML. Mais si j'ai le schéma XML, je n'ai pas besoin de créer cette classe banque parce que je peux la générer. À partir d'un schéma, on peut générer la classe compte, on peut générer les autres classes. Donc ça, c'est la quatrième étape. On va y revenir tout à l'heure. Donc, le premier pas, il faut avoir le fichier schéma XML. Voilà. Ici, donc, ici pour le moment, j'utilise que les données. Il n'y a pas de schéma XML, n'est-ce pas? Alors bien sûr, c'est ça l'intérêt du schéma XML. Donc j'ai récupéré l'objet compte, mais pour voir est-ce que ça marche, je vais faire une boucle for. Je vais parcourir les comptes. Pour chaque compte, C, banque.compte. Je vais afficher les informations sur le compte. C, je sais que la méthode toString, je vais mettre c.getCode, etc. Système c.getSold. Ou tout simplement, je vais utiliser c.toString. Sachant que la méthode toString, je vous rappelle qu'on l'a générée. La méthode toString, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il me retourne une chaîne qui contient le code, le solde, la date de création et le type. Alors ici donc, voilà. Alors test désérialisation. Et après, je vais séparer par des petits tirets comme ça. J'exécute mon application. Regardez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai le premier compte, il est là. J'ai le deuxième compte, j'ai le troisième compte, n'est-ce pas? Mais regardez la date. Il est nul. Pourquoi il est nul? Parce que dans le fichier XML, il n'y a pas de date. Dans le fichier compte.xml, il n'y a pas de date parce qu'on ne l'avait pas sérialisé. Si on l'avait sérialisé, c'est-à-dire si je reviens à la classe compte et je vais mettre cette annotation en commentaire, c'est pour l'ignorer. Hein? Ah, d'accord, c'est pas celle-là. Si je la mets en commentaire et je réexécute, non, c'est pas celui-là. Je vais exécuter là. Je vais faire la sérialisation. Je régénère le fichier XML. Donc vous voyez, donc cette fois-ci, il y a la date. Donc si je réexécute la désérialisation, donc je vais avoir aussi la date. OK? Alors je vais directement dans le fichier XML, je vais ajouter des données manuellement. Je vais ajouter un autre compte de type EPA. Le compte c'est 3, 4. Là c'est une date, etc. Je CTRL S. Je vais faire la désérialisation. Je vais relire mes données. Alors j'ai bien le compte ici. Parce que là je suis en train de lire en tout cas les données d'un fichier XML. Alors donc nous avons vu les deux cas, comment sérialiser et comment désérialiser. Est-ce que c'est clair? Alors pour les autres, est-ce que c'est clair? Si c'est clair, vous affichez juste un petit message OK, 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 sinon, parce que je dois quand même voir si vous êtes en vie. Monsieur, Oui. monsieur, où est la classe, la nouvelle classe compte dans le programme, dans le package? Et la classe compte, elle est là. Mais il déjà existait, donc. Oui, c'est-à-dire ici, dans la désérialisation, j'utilise une classe qui existe déjà, n'est-ce pas? Ben, c'est normal, parce que quand tu vas dire banque, tu vas désérialiser, tu vas lui dire banque. Ben, s'il n'y a pas de banque, ton application ne va pas marcher. La classe banque contient des comptes. Si jamais on veut créer ce package
désérialisation. Non, attendez. Maintenant, je suis en train de vous montrer comment sérialiser, désérialiser. C'est-à-dire, vous avez des classes que vous avez créé des objets et vous pouvez les enregistrer en format XML. Si vous avez un fichier XML comme celui-là, d'accord? Ok? Si tu as un fichier XML comme celui-là, je te demande, crée-moi une application qui permet de lire ce fichier XML. La première des choses que tu vas créer, c'est que tu dois d'abord créer la classe compte avec ces attributs-là, avec les getters, etc. Et tu dois créer la classe banque qui contient une liste de comptes. Si tu ne l'as pas fait, tu peux pas lire. Est-ce que tu vois? Oui, donc la désérialisation exige la création des... Ben, c'est normal parce que tu vas dire lis-moi des données dans un fichier, tu me les stockes où? Tu vas dans des objets. Et les objets elles appartiennent à quoi? Ils appartiennent à des classes. Ben, si ces classes n'existent pas, ben, ça ne marchera pas. J'ai l'impression que ce genre de choses fait d'une manière automatique, c'est-à-dire la création des classes. Non, attendez, on n'a pas encore terminé, c'est ce que je disais. Parce que pour le moment, on n'a pas créé de schéma XML. D'accord. Okay. Alors, donc, si on avait le schéma XML, si tu as le schéma XML, ben, à partir du schéma, on va générer les classes. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Mais pour le moment, c'est-à-dire vous avez un fichier XML sans schéma. C'est clair? Oui, bien, merci. Voilà, alors maintenant, la troisième étape. Maintenant, je voudrais générer un schéma XML à partir d'une classe. Et l'inverse, la question que vous posez, c'était ça. C'est-à-dire, comment? Parce que si vous vous rappelez la dernière fois, à partir d'IWSDL, on a généré les classes, n'est-ce pas? Pourquoi tout simplement? Parce que le WSDL contient le schéma XML. Alors d'abord, maintenant, je veux par exemple créer un autre exemple que je vais appeler test generate XML schema. Je vais générer le schéma XML. Alors, pour générer un schéma XML à partir d'une classe, ben, la même chose, JAXB context égale JAXB context point new instance. De quelle classe? C'est la classe, c'est banque, c'est la classe principale. Les exceptions toujours. Alors cette fois-ci, pour générer le schéma, je vais utiliser JAXB context point generate schema. Donc c'est-à-dire génère-moi le schéma. Mais pour générer le schéma, j'ai besoin de créer un objet d'une interface qui s'appelle schema output resolver. Alors, si vous savez qu'une interface, généralement, elle contient des méthodes qui sont abstraites, ça veut dire que si je crée un objet d'une interface, ça veut dire que je suis obligé de redéfinir la méthode create output. Donc, c'est-à-dire que si vous faites new schema output resolver, automatiquement, il va redéfinir une méthode qui s'appelle create output. Alors maintenant, dans create output, ça doit être, en fait, c'est une méthode dans laquelle je dois écrire le code pour indiquer où est-ce que je vais générer le schéma. Parce qu'en fait, je peux l'afficher dans la sortie standard, je peux l'afficher dans un fichier XML, etc., dans un fichier XSD. Alors maintenant, c'est ce que je vais faire. Alors pour faire ça, donc j'ai besoin de créer juste, alors ça c'est la troisième étape, un objet. Donc je vais d'abord enregistrer dans un fichier, file, égale new file. Le fichier que je vais générer, je vais l'appeler banque.xsd. banque.xsd. Et après, je dois créer un objet de type stream result égale new
stream result de file. C'est-à-dire, je vais générer, donc, c'est-à-dire le résultat que je vais retourner. Le résultat, c'est-à-dire, il va envoyer le flux, le contenu du schéma, il va l'envoyer dans le fichier. Et après, je vais faire ici return stream result. Alors, c'est tout. Mais après, ici, j'ai besoin de faire encore, c'est une affaire des exceptions. Ici, vous avez déjà JAXB exception. Il vous demande d'ajouter encore input-output exception. Sinon, vous savez, dans les exceptions, pour ne pas faire beaucoup de throws, vous utilisez directement exception. C'est-à-dire, quelle que soit l'exception. Alors ici, donc, je vais exécuter cette application. Alors, cette application, qu'est-ce qu'il me génère? Il y a un fichier qui a été généré qui s'appelle bank.xsd. Mais regardez, maintenant, c'est le schéma XML. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, banque. Il est de quel type? Banque. Et le type banque, c'est quoi? C'est un type complexe qui contient une séquence d'éléments de quel type? Count. Min occur, c'est combien? 0. Max occur, c'est bounded. Et c'est quoi un count? Count, c'est un type complexe qui est défini par quoi? Par le code, par le solde, la date de création et un attribut qui est type count. Alors, l'attribut type count, regardez, c'est un type simple. Restriction, string. Ah, c'est quoi la valeur possible? Soit courant, soit et pas. Passer du temps à écrire, n'est-ce pas? Vous avez déjà créé des schémas XML. Mais si vous avez créé une classe Java, c'est pas la peine de créer le schéma XML. Parce qu'à partir d'une classe Java, je peux générer le schéma XML. Et l'inverse. Si vous avez créé le schéma XML, c'est pas la peine de créer la classe Java parce qu'à partir du schéma, je peux générer la classe. C'est une correspondance. C'est clair? Donc ici, on a vu comment, à partir d'une classe Java, générer le schéma XML. Alors maintenant, l'opération inverse. Maintenant, à partir du schéma XML, vous voulez générer des classes Java. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut utiliser un outil qui permet de faire ce travail. Alors, il faut utiliser un outil qui s'appelle XGC. C'est une commande. XGC, normalement, c'est un petit programme qui faisait partie du GDK, Java 8, parce qu'il y avait JAXB dans Java 8. Mais comme je disais, donc, à partir de Java 9, XGC, c'est-à-dire, si vous avez une ancienne version de Java 8, avec la commande XGC, vous tapez tout simplement XGC, et vous lui donnez quoi comme paramètre? Count.xsd, c'est-à-dire vous lui donnez le fichier xsd et regardez qu'est-ce qu'il vous génère. Il va vous générer la classe count, il va vous générer également la classe banque. C'est-à-dire que finalement, quand vous allez faire la désérialisation, n'est-ce pas? Si vous avez le schéma XML, vous n'avez pas besoin de créer les classes, parce que les classes, vous allez les générer à partir de quoi? Du schéma XML.